Collectionneur lui-même de bébelles, de bibelots et de babioles, le chroniqueur et doctorant en histoire de l'art Emmanuel Lamontagne a toujours été un peu perplexe devant ces étals qu'on voit parfois à l'arrière ou en marge des lieux de culte. Il a eu envie d'exorciser son malaise avec nous aujourd'hui. Salut Emmanuel. Bonjour Simon. Alors Emmanuel, réglons tout de suite quelque chose. A priori, tu n'es pas nécessairement contre la vente d'objets religieux dans les lieux de culte, entre autres. Pas du tout, en fait. C'est de la façon de le faire, en fait, qui peut être dérangeante ou non, selon comment est-ce que ça va être fait. Il faut dire d'entrée de jeu, il y a certaines personnes qui vont dire que c'est complètement une aberration, qui voudraient revenir à une certaine vision là, d'un passé qui est idéalisé, là, comme de quoi qu'il faudrait qu'il n'y ait rien à vendre dans un lieu religieux. Bref, qu'il faudrait fermer boutique. En quelque part. Mais la réalité, c'est que penser comme ça, c'est nager en plein fantasme. On va se le dire, parce que les paroisses, les églises qui font ça, ou tout lieu de culte, ça peut être en dehors du monde chrétien aussi, il y a un apport financier important qui est à aller chercher. Donc, il y a une nécessité financière pour ne serait-ce que financer, justement, à réparer le toit ou l'évangélisation, ou peu importe, là, le cours de catéchèse. Puis il y a aussi le fait que dans un monde où le tourisme est en constante augmentation, enfin, du moins dans un monde pré-pandémique où le tourisme était toujours en constante augmentation, c'est rêvant couleur là, de penser que ça va aller en diminuant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de trouver une façon que tout ça se soit mis adéquatement. Donc, il y a différentes manières présentement là, qui vont être... donc, on peut peut-être... C'est ce que j'allais dire. Il y a différents cas de figures, de manières d'intégrer, disons, la vente ou l'achat de c'est ça. souvenirs ou de matériel religieux. Il y en a des plus, disons, louables que d'autres, peut-être. Exactement. C'est qu'il y a un monde idéal, si on veut, qui va être complètement à part. Donc, la boutique va être à part du lieu de culte. Je pense, par exemple, à des endroits comme à Notre-Dame-du-Cap ou à Sainte-Anne-de-Beaupré, où il y a une boutique en dehors du sanctuaire. Donc, il y a vraiment un lieu dédié qui ne sert qu'à ça. Ils ont l'espace pour le faire. Donc, ça, on parle vraiment de l'idéal. C'est pas toujours faisable, dépendamment de où est-ce qu'on est. Donc, il y a des situations de compromis où on peut mettre à l'intérieur du lieu de culte, mais dans un espace qui va être quand même défini. Je pense, par exemple, à la cathédrale de Sherbrooke. Il y a un espace qui est fermé sur le bas-côté. C'est vitré, il y a des portes. Ça n'a pas l'air d'une chapelle qui a été transformée en boutique pour vendre des choses. Il y a aussi l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Le magasin est au sous-sol. Il est au sous-sol. Ouais. Mais on est dans le même bâtiment, mais à un autre endroit. Il y a plein d'exemples là, quand même où est-ce que c'est... c'est bien fait. C'est bien fait, ça passe bien, ça déguise pas ou ça déguise peu le lieu. Puis évidemment, il y a des endroits où c'est plus invasif. Là-dedans, je pense par exemple à la cathédrale Notre-Dame de Québec, où on a une chapelle qui est près du narthex. Donc, tout de suite, à l'entrée de l'église, une ancienne chapelle avec une piéta immense, une sculpture qui est en arrière avec des étals en verre où on vend un peu toutes sortes de gugus aux touristes. Il y a quelques années, on a même ajouté une autre boutique à l'arrière de la cathédrale dans une ancienne sacristie, où il y a même un hôtel qui était dédié à Saint-Vincent-de-Paul qui a été détruit pour mettre... Es-tu déjà allé à la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Longueuil sur le chemin Chambly? Je suis allé Il y a cet été, un Brigitte. distributeur de lampions. Je te dis, tu mets ton argent, il y a le lampion qui tombe, tu sais, comme les machines à chips, là. Puis là, le lampion sort, toi. Ben ça, j'ai vu ça en Europe, moi. Les distributeurs à lampions. Ouais. Puis on m'a expliqué. Dans l'église, J'étais un peu carrément. perplexe, mais on m'avait expliqué que c'était pour pas se les faire voler qu'ils avaient fait. Ah ouais? Qui avait mis ça. Donc, bref, la boutique en soi n'est pas un problème. Ce qui dérange, c'est l'emplacement. La façon comme ça. Idéalement, il ne faut pas que la foi côtoie trop le commercial. On peut dire ça comme ça. Donc, même qu'il y a une séparation normalement entre l'Église et l'État, toi, tu penses qu'il devrait en avoir une aussi peut-être entre le religieux et le commercial. Exactement. Donc, au moins dans les espaces physiques. Parce que c'est l'image, en fait, que ça envoie. Ça envoie une mauvaise image, justement, de vendeur dans le temple. C'est une critique qui va arriver souvent quand on travaille dans le milieu du tourisme religieux. C'est quelque chose que les gens vont se faire dire là, régulièrement. Là. Pour avoir travaillé, là, pour avoir été guide moi-même dans certains endroits, c'est quelque chose qu'on se faisait dire de façon régulière. Là. Aussi, Emmanuel, j'imagine que c'est pas juste une question de lieu, mais c'est une question aussi des objets eux-mêmes, de qu'est-ce qu'on décide de vendre. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une différence. En fait, il y a deux écoles là-dedans, si on veut. Il y a un peu, Brigitte le mentionnait, à Saint-Benoît-du-Lac, où ça va être plus axé sur des produits qui vont être produits par l'abbaye, donc par les moines, le fruit du travail des terres, là, du cidre, confiture, ainsi de suite, qui est quelque chose, c'est vieux.
c'est vieux comme les abeilles, en fait. Ça fonctionnait déjà comme Vieux ça. comme les moines, je sais pas. Non, c'est plus vieux que les moines. Mais il y a quand même une énorme librairie, là. D'ouvrage. Ouais. C'est ça, il y a d'autres choses, mais disons que pour un monastère, de vivre du fruit de son travail, ça a toujours fonctionné comme ça aussi. Ça. Comme je disais tantôt, il y a une réalité financière là, en arrière, il faut se financer quelque part. Mais ce qui est peut-être plus matière à discussion, c'est ce que j'appelle affectueusement le paquet de bondieuserie qui va être à vendre dans ces endroits-là. Là, souvent, donc on parle d'image pieuse, statuaire, chapelet, médaille, bon, ainsi de suite. Des chapelets de toutes les couleurs et de toutes les formes. Et glow in the dark, Ah, là, en plastique. On a tout eu dans nos cours de catéchèse. moi, je les quand aime, on Le était ceux-là. petits. summum des chapelets, c'est à Medjugorje, là. Si tu veux te magasiner un chapelet, t'en as pour au moins 1 heure. Donc, c'est ça. Souvent, ça a toute l'air à sortir du magasin à 1 $, ces trucs-là, mais vendus à des prix ultra sur les stéroïdes, là, dignes des quartiers les plus touristiques. Et kitsch, là, souvent, il faut le dire. Là, j'ai l'air à chialer beaucoup. Là. Je suis censé être le public cible en plus pour ça. Moi, comme tu dis, je fais mon doctorat en histoire de l'art, principalement sur le monument religieux. Ben justement, tu es le public spécial. cible pour avoir un goût esthétique. Ouais, c'est peut-être ça le problème. Mais bon, Emmanuel Lamontagne, justement, tu dis que tu as l'air de chialer, mais qu'est-ce que tu proposes? Qu'on vende des produits artisanaux faits main par des artistes à 100 $ la pièce, 1000 $ la pièce? Est-ce que c'est pas un peu méprisant pour les gens plus pauvres? Non. Ne pas leur donner accès quand même à des outils qui peuvent les aider dans leur vie de foi? Non, en fait, ce que je propose, en fait, c'est de revenir avec un produit qui peut être quand même fait de façon industrielle. Parce dans le fond, si c'est fait souvent un peu cheapette, ces choses-là, c'est que c'est fait de façon industrielle. Puis, je ne suis pas le premier là, qui réfléchit à ça. Là, dès les débuts de l'industrialisation, je pense par exemple à l'étonnant du mouvement Arts and Crafts en Angleterre. Donc, comme John Ruskin et William Morris, qui avaient, eux, déjà observé au 19e siècle, dès les débuts de l'industrialisation, une baisse de la qualité qui est un peu inhérente, là, parce que justement, l'artisan va toujours avoir quelque chose de meilleure qualité, quelque chose qui est fait en série et qui est fait en masse. Mais ceci dit, le produit de masse ne veut pas nécessairement dire mauvaise qualité non plus. Tout dépend comment est-ce que c'est conçu et dans quel but est-ce que c'est conçu. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire un produit de piètre qualité qu'on sait que ça va tomber en lambeaux presque dans la seconde, ou on veut créer quelque chose qui va durer dans le temps? Et si on y va avec quelque chose qui dure, justement, ben là, l'objet en soi devient même un legs possible d'une génération à l'autre. Je pense que l'exemple le plus simple à prendre avec ça, c'est au niveau du bâtiment, en fait. C'est dans l'architecture, il y a de quoi s'inspirer là-dedans. Si on prend, par exemple, le Panthéon à Rome, qui a été construit entre 113 et 125 de notaire, qui est un temple romain, qui a été réutilisé comme une église à partir de 609, ben, c'est toujours en usage, toujours un lieu de culte. Donc, c'était conçu à la base comme Mais quelque c'est chose... plus le même culte, par contre. Non, c'est plus le même culte. Mais l'usage, en fait, ça change pas grand-chose. J'oserais dire dans la perspective où l'idée, c'est de projeter dans le temps. C'est de faire quelque chose qui va servir, qui va rester. Puis la même logique peut s'appliquer aux objets. Donc, c'est-à-dire que si l'objet est bien conçu, ça passe peut même devenir quelque chose qui se passe d'une génération à l'autre. Puis là, la personne qui va avoir justement la statue, la médaille, le chapelet ou peu importe l'objet, en plus d'être un support dévotionnel, va devenir quelque chose qui va rappeler un souvenir, un héritage d'un parent, d'un grand-parent, d'une grand. Moi, par exemple, j'ai un chapelet qui me vient de mon grand-père. Là-dedans, il y a une valeur ajoutée à un chapelet, évidemment, que j'aurais acheté ou que j'ai eu à catéchèse en plastique cheapette qui a pété dans la semaine, là, quand j'étais petit. Tu disais production de masse n'égale pas nécessairement de mauvaise qualité, mais en même temps, tu peux produire en masse, mais si tu veux rajouter de la qualité, tu vas prendre des matériaux plus nobles, donc ça va coûter nécessairement un peu plus cher. C'est sûr qu'il y a un milieu, en fait. Oui, il y a un milieu entre l'objet qui est conçu à usage unique, un peu, si on veut, et quelque chose qui serait conçu dans une perspective de long terme. C'est un peu ça, justement, ce que l'Arts and Crafts proposait là, déjà. Donc, d'ajouter certains éléments de qualité, notamment dans les matériaux.
forcément, pour en faire quelque chose qui est plus durable. Là. C'est plus écologique aussi, peut-être plus Laudato aussi dans l'esprit du pape François? Oui, exactement, c'est ça. C'est que ça répond à une préoccupation moderne, puis on voit que c'est en train de changer. Là, je suis très critique là, depuis le début, mais on voit quand même que toute l'idée, justement, d'usage unique, de jetable, la culture du jetable est en train de changer depuis les années 70 avec les débuts du mouvement écologiste. Puis je pense que dans l'Église, il y a de quoi à s'inspirer justement à aller chercher. Puis justement, comme tu dis, c'est tout à fait en accord avec ce que le pape François propose en ce moment. Hein. Vous, autour de la table, avez-vous un objet de piété auquel vous êtes attaché spécialement? Ben, moi, c'est mes icônes, pas les fausses icônes là, imprimées sur du laminé, là, mais des vraies icônes là, peintes à la main. Là. Ce que j'ai chez moi, c'est vraiment les... Ou des statues, les statues démoniales de Bethléem, entre autres, qui font des très, très belles œuvres. Là. Donc, ça va dans le sens, justement, des pièces qui sont de plus grande valeur, avec plus de beauté. Oui, puis souvent, c'est des cadeaux que tu reçois. Moi, j'ai reçu en cadeau une relique majeure de Saint-Padre Pio. Alors, on l'a mis dans un coffret de bois, puis on l'a exposé sur le mur à la maison. Mais c'est ça. À part ça, j'ai ma Bible. Mais encore là, J'y tiens beaucoup. Mais pour le livre, ça se vaut. Ce que je dis là pour l'objet, ça vaut pour le livre. Ouais. Si le livre est édité dans un matériel de piètre qualité, Ben oui. qui va tomber en lambeaux, peut-être pas en termes de jours ou de semaines, mais disons que c'est une Bible que tu dois lire souvent, j'imagine. Si c'était mal conçu, tu ne pourras pas transmettre cette Bible-là à tes enfants non plus. C'est comme le magazine Le Verbe, on a envie de le donner à d'autres. Parce qu'il est beau, parce qu'il est de qualité. Exactement. C'est vrai que c'est de la qualité. Alors, Emmanuel, la question qui tue, est-ce que nos figurines en studio, que ceux qui nous écoutent en vidéo peuvent voir, est-ce qu'ils passent le test pour toi d'objet de piété de qualité? Pas du tout. Le pape François, quand même. Écoute, là... Mais en fait, c'est très drôle. C'est rigolo. Vraiment drôle. Je pense que... Mais c'est du gaspillage. C'est pas écologique, là, tu sais. Oui et non. C'est que pour le gag, je pense que ça peut valoir le coup, mais comme objet de piété en termes de support dévotionnel... Non. Je pense pas qu'il y a grand monde qui voudrait s'installer... C'est quand même écrit dessus « Premium Quality Collectibles ». Excuse-moi, là. C'est du marketing. Je pense qu'il faut être honnête ici, c'est plus humoristique. C'est pas dédié à la prière. Non, c'est ça. Il y a ça aussi, c'est qu'il y a le vieux rapport Thomas, là, je vais retomber dans le métal de médiévisme, mais le vieux rapport Thomas à l'objet, en fait, c'est que pour rendre un culte au divin, on peut utiliser les meilleurs matériaux. Donc, la substance... La beauté éveille l'âme. Oui, exactement, c'est ça. En fait, la beauté favorise l'élévation spirituelle. Il faut que le matériel conduise au spirituel. Le matériel va l'aider. Puis, on s'entend-tu que ça, c'est pas pour l'élévation spirituelle. C'est que ça. Donc, pour ça, moi, ça répond pas du tout aux critères d'un objet dévotionnel et de piété. D'ailleurs, ça s'est pas vendu. On n'a pas acheté ça dans un sanctuaire. Oui, j'imagine. En fait, c'est l'intention aussi. Tu sais, excusez, c'est pas grave, Brigitte, c'est pas grave. Mais Brigitte, ça tombe bien parce que c'est la fin de la chronique. C'était la musique de la fin de la chronique. Sauvée par la cloche. Ceux qui sont curieux, qui nous écoutent à la radio, vous irez voir les images sur Facebook et YouTube de notre petite statuette en studio. Emmanuel Lamontagne, chroniqueur On n'est pas du monde et doctorant en histoire de l'art. Merci. On pourra lire ton texte Foi en résine qui est déjà sur notre site web leverbe.com. À bientôt, Emmanuel. Merci.